Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial, puisque je vais réagir à l'actualité. En effet, le 6 avril dernier, je me suis rendu à la Foire du Livre de Bruxelles, où se tenait une conférence organisée par l'EMR sur le thème du wokisme. Et le moins que je puisse dire, c'est que l'ambiance elle était assez tendue avec une partie de la salle, mais je vous laisse en juger par vous-même. La seule chose que je dis, écoutez-moi jusqu'au bout. Allez, arrête, c'est pas bon pour le cœur. Assieds-toi, je dis. Quand on voit les chiffres de la violence faite aux femmes, les femmes qui meurent, écoutent leurs compagnons. Nous ne nous connaissons pas et je ne désire pas vous connaître. Vous êtes, mais c'est un débat. On est là pour te donner des idées contradictoires. J'ai parlé, je me suis pris en ta gueule. La seule chose que je dis, c'est que quand vous faites des blagues... Et donc vous l'avez compris à la cacophonie ambiante, le débat il était ni apaisé, ni de bonne tenue. Et pourtant, si le sujet il vous intéresse, la conférence elle valait le déplacement, parce qu'elle offrait l'expérience empirique d'un phénomène difficile à saisir, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Je m'appelle Laurent, vous écoutez Les Idées Saines, et aujourd'hui on va parler du wokisme en Belgique et dans les universités. Vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas de place pour les parvenus au Parti socialiste. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Ne plus boire jusqu'à l'élection, je ne sais pas quoi encore imaginer celle-là, ça n'a pas de sens. Eh bien, la Belgique a encore fait une fameuse recrue. En fait, l'un des aspects les plus problématiques avec la notion de wokisme, c'est qu'il est difficile de s'accorder pour savoir si le concept désigne quelque chose de réel ou non. Et c'est vrai que jusqu'à présent, en fait, il y a peu de chercheurs qui ont défini le concept, et même souvent, en fait, en fac de sciences humaines, on entend dire que ça n'existe pas, que c'est une invention de l'extrême droite, ou que c'est pour disqualifier les gens. Mais en même temps, en fait, puisque ce concept, il contient en son sein une critique de l'état des sciences humaines à l'université, il n'est pas non plus absurde de se dire que la négation du concept de wokisme, ça relève d'une stratégie de protection corporatiste. Et que ce soit bien clair, moi je suis pas en train de dire qu'il y a un complot woke dans les universités. Mais à l'inverse, je veux pas non plus nier qu'il y a une question, et en fait je pense que cette question, elle pose un débat épistémologique. C'est-à-dire une question sur la manière dont on produit de la science. Mais avant d'aborder ce sujet, moi je vais faire cet exercice concret. C'est-à-dire que je vais essayer de définir le wokisme, je vais en proposer une définition rigoureuse, ou en tout cas qui se veut la plus précise possible. Parce que c'est vrai que vu que c'est un concept qui fait pas du tout consensus, si on dit pas d'abord de quoi on parle, ça n'a aucun sens. Et donc pour avancer sur la question, on peut faire l'hypothèse, au moins temporaire, qu'il existe véritablement un phénomène woke. Et comment est-ce que je propose de le définir ? Eh bien d'abord comme une grille de lecture du monde dont la valeur dominante est le progrès vers l'égalité. Et ce qui est important, c'est que cette grille de lecture, elle part du postulat que les inégalités sociales, elles ne sont jamais le produit d'inégalités naturelles. Elles reposent en fait toujours sur des constructions sociales. Et donc ces constructions sociales, et ça peut être plein de choses, ça peut être des stéréotypes, des préjugés ou des institutions qui ont été historiquement accumulées dans nos sociétés occidentales, eh bien cet ensemble de constructions sociales produit des mécanismes de domination. Et en général, on va au moins distinguer 3 grandes dominations, qui sont la domination capitaliste, les riches et les pauvres, les possédants et les travailleurs, la domination patriarcale, les hommes et les femmes, ou les hétéronormés et les non-normés, et la domination raciale, les blancs et les autres. Et donc le wokisme, quand il devient militant, c'est-à-dire qu'il saisit cette grille de lecture du monde pour le transformer, eh bien il va considérer que son objectif de progrès vers l'égalité suppose la déconstruction de ces systèmes inégalitaires et leur grand remplacement par une égalité économique, genrée et raciale. Et évidemment, il y a du boulot. Puisque ces constructions sociales sont par définition systémiques, il s'agit de déconstruire pas mal de choses en fait. Il peut s'agir des injonctions faites aux femmes à rester à la maison, de l'intériorisation par les pauvres du fait qu'ils sont responsables de leur situation, ou encore de la violence policière ou de la discrimination à l'emploi faite aux femmes voilées. Mais si on s'arrête là, en fait le wokisme, c'est jamais qu'une analyse critique du monde. Une analyse critique qui vise à faire prendre conscience que les injustices entre dominés et dominants peuvent être politiquement réparées. Mais en vrai, c'est pas tant cet aspect du wokisme qui est sulfureux. En fait, ce qui pose plutôt question, c'est le fait que
dans ce projet d'opérationnaliser une déconstruction et une reconstruction sociale, et donc en fait remettre en question les privilèges, les stéréotypes, les institutions, eh ben, le wokisme peut avoir tendance à instrumentaliser la culpabilité morale. Et moi, ça me semble logique tout ça. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience des injustices structurelles, via par exemple l'analyse intersectionnelle, il devient moralement impérieux de vouloir les réparer. Parce que dans le cas inverse, soit vous êtes un salopard, soit vous êtes un dominant, c'est-à-dire quelqu'un plutôt à droite qui va chercher à maintenir le statu quo, parce que ce statu quo, il en tire un avantage. Mais avant de continuer, il faut que je vous dise ce qu'est la morale. La morale, c'est tout simplement un référentiel. C'est un ensemble de croyances ou d'opinions qu'un acteur juge bonnes et auxquelles il attribue donc de la valeur. Plus précisément encore, la morale, c'est un système qui va agencer et hiérarchiser différentes valeurs entre elles. Par exemple, l'égalité, la liberté, l'excellence, la solidarité ou la responsabilité. Vous prenez tout ça, vous en faites un système, et en fonction des agencements et des liens entre ces valeurs, vous produisez une grille de lecture du bien et du mal. Et c'est ça la morale. Et bien sûr, votre morale, elle va pas être la même si vous avez grandi dans la pauvreté ou dans la richesse. Elle va pas être la même si vous êtes très éduqué ou très peu éduqué. On peut aussi faire l'hypothèse que votre taille, votre sexe, votre âge, votre poids, tout cela a une influence sur votre morale. Et donc la morale, c'est pas un repère valable pour tous, c'est pas une vérité universellement partagée. C'est plutôt l'expression d'une expérience du monde, de situations sociales, d'un héritage culturel et de sentiments particuliers. Et ainsi, à partir du système de valeurs de chacun, c'est-à-dire à partir de la morale de chacun, les gens vont catégoriser en bon ou en mauvais le même objet. Par exemple, pour certaines personnes, la sécurité sociale inconditionnelle, c'est plutôt une bonne chose parce que ça relève de la solidarité. Mais d'autres vont vous dire que c'est pas bien parce que ça déresponsabilise les individus. Et donc, pour les personnes qu'on désigne comme woke, et je dis désigner parce qu'en fait, il n'y a jamais de revendication à être woke, c'est comme le fascisme ou le néolibéralisme, ce sont des stigmates qu'on colle sur les adversaires. Mais bon, disons qu'on les appelle quand même les woke, et pour eux, il s'agit de faire peser une forme de culpabilisation morale sur les dominants. Il s'agit concrètement de les faire se sentir coupables de penser telle ou telle chose sur les pauvres, les femmes et les immigrés, c'est-à-dire les catégories dominées. Et la réciprocité est vraie aussi, puisque la situation de souffrance de ces dominés trouve sa source dans des constructions sociales, il faut en même temps mener une campagne de déconstruction du sentiment de culpabilité des dominés face à leur situation. En fait, pour le dire encore autrement, il faut construire un contre-discours à celui de la responsabilisation individuelle. Et donc évidemment, le wokisme, ça se situe à gauche. Mais encore une fois, la singularité, c'est que l'instrument central de l'opérationnalisation de cette forme de progressisme est ce diptyque entre culpabilisation morale des dominants et déculpabilisation des dominés face à leur situation. Et donc voilà, si l'on veut donner une définition simple, claire et concise du wokisme, on peut dire que c'est une morale de l'égalité mise en action pour renverser les dominations au nom du progrès social. Alors vous constatez sans doute que dans cette définition, je ne mets pas la question de la culpabilisation morale, alors qu'en même temps je dis que c'est extrêmement important. Et c'est volontaire parce que je pense que le wokisme ne se résume pas à la question de la culpabilisation morale, mais que la culpabilisation morale explique pourquoi le wokisme agace et pourquoi on ne le considère pas seulement comme un projet de justice sociale. Et en même temps, définir un concept en mettant un aspect aussi négatif dedans, ça le disqualifie d'office. Ça veut dire que a priori, c'est forcément mauvais, alors que c'est le moyen mobilisé qui peut potentiellement poser problème. Mais plutôt que vous faire un long exposé, laissez-moi vous donner quelques exemples. Attention, on va y aller crescendo. Les assistés sociaux ne savent vraiment rien faire d'eux-mêmes. C'est évident que s'il y a moins de femmes en sciences, c'est parce qu'elles sont moins intéressées par les mathématiques et plus par le social et le littéraire. Et je dirais même que s'il y a moins de femmes avec des responsabilités, c'est parce qu'elles sont naturellement moins intéressées par l'exercice du pouvoir. S'il y a beaucoup d'immigrants en prison, je pense que c'est pour des raisons civilisationnelles.
Et c'est d'ailleurs ça la source de l'ensauvagement de notre société. Il faut vraiment être trop conne pour être au chômage et faire 5 gosses avec 4 mecs différents. Alors, sauf erreur de ma part, aucune de ces affirmations données à titre d'exemple ne relève de l'illégalité. Par contre, vous pouvez soit être choqué ou au contraire adhérer à ces affirmations. En fait, ça dépend tout simplement de votre conception morale et de votre manière d'analyser le monde, les deux étant interdépendants. Parce que bien sûr, derrière la question de la morale se pose aussi la question de la vérité. Et donc, comme exercice, posez-vous 2 questions. La première, c'est est-ce que pour vous, ces affirmations relèvent du réel ou pas? Mais aussi, et surtout, a-t-on le droit de penser et de poser ce genre de questions? Parce que c'est là tout l'enjeu qui se pose aujourd'hui à la recherche universitaire. Peut-on attribuer aux dominés les mécanismes de leur propre domination? Gardez cela à l'esprit, car nous allons y revenir. Mais donc, comme je disais, à l'heure actuelle, il n'y a rien de criminel à penser les affirmations que je viens de vous donner. Pour autant, et peut-être même pour cette raison, parce que ce n'est pas illégal, l'opérationnalisation du militantisme woke passe par ce projet de culpabilisation morale des dominants et de déculpabilisation des dominés. Plus précisément encore, on pourrait dire que cette éthique woke est l'intensification de 2 combats historiques de la gauche. D'une part, le rejet de toutes les lectures essentialistes du monde. Cela s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du clivage nature-culture et dans la tradition authentiquement antiraciste de la gauche, mais en l'exacerbant. Par exemple, on constate l'extension du concept de racisme à des choses moins clairement identifiées comme telles, comme par exemple l'islamophobie. Un autre exemple du rejet de l'essentialisme est la tendance du nouveau féminisme à disqualifier a priori toute tentative d'explication des différences sociales entre hommes et femmes par la nature ou la biologie. Et donc ce package, qui est l'héritage du clivage nature-culture dans lequel la gauche a toujours été du côté de la culture, est la première intensification du combat de la gauche. Et le second axe de culpabilisation morale est plus intimement lié au fait que l'on ne pourrait pas attribuer la responsabilité de la domination aux dominés eux-mêmes. Pour le dire bêtement, il n'est pas possible d'expliquer les souffrances des dominés par des attributs endogènes. Ainsi, ce n'est pas la manière d'être des pauvres leur problème, mais la pauvrophobie. Il en va de même pour l'intégration des étrangers. Ce n'est pas tant le problème qu'ils importent ici des us et coutumes d'ailleurs, mais plutôt que nous sommes systématiquement intolérants à la différence. Et donc bien sûr, avec ce point de vue sur le monde, ça devient très difficile d'attendre d'un dominé qu'il se réforme lui-même. Puisqu'en fait, c'est une victime. Et d'ailleurs, c'est exactement pour cette raison que le procès en racisme tombe aussi facilement chez les woke. À partir du moment où vous osez attribuer à l'étranger, à l'immigré, des responsabilités dans sa propre discrimination, dans sa propre souffrance, dans ses propres difficultés à s'intégrer, ça ne peut être que raciste. Et c'est logique encore une fois, parce que ce n'est pas à lui à s'adapter à un système oppressif, mais c'est à ce dernier à se modifier. Ce n'est pas à la victime de s'excuser. Et donc, ce second axe de culpabilisation morale est intimement lié au concept d'inclusivité. Et en effet, au contraire de l'assimilation et de l'intégration qui suppose un effort pour intégrer la culture dominante d'une société, eh bien là, l'inclusivité inverse la charge de la responsabilité. Ce n'est plus le dominé, l'oppressé ou l'individu qui doit fournir un effort pour progresser, pour devenir meilleur et pour être finalement ce qu'il n'est pas. Mais c'est au contraire au système structurellement exclusif de s'adapter et de devenir inclusif. Et encore une fois, moi je trouve pas que toutes ces analyses qualifiées de woke ou de progressistes sont absurdes. Mais en même temps, c'est complètement malhonnête de qualifier tous les opposants au wokisme comme des fascistes, et a fortiori le MR. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Par exemple, moi j'ai un peu traîné sur les réseaux sociaux pour voir ce que disaient en fait les acteurs de cette conférence, et je suis tombé sur un message complètement hallucinant d'une des personnes progressistes qui étaient présentes à l'événement, et qui dit ceci. S'il y a bien un truc dont je suis certaine, c'est que si tu apprenais à connaître les gens présents dans le public hier, tu les détesterais. Tu découvrirais qu'ils sont homophobes, transphobes, misogynes, racistes à crever.
est franchement bête comme leurs pieds. Intellectuellement, on n'est clairement pas sur le haut du panier. Et en fait, c'est extrêmement dur comme propos, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, surtout que j'étais présent à cette conférence et que je me suis pas dit qu'autour de moi, on était au Troisième Reich. Mais imaginons un instant que cela soit vrai, c'est-à-dire qu'on soit en fait à une réunion de SS. Eh bien alors, c'est très grave, et ces militants qualifiés de woke, ils ont plus que raison d'être là et d'intervenir. Sauf que la vérité, elle n'est pas incantatoire. Il suffit pas de dire « Ah ben l'ensemble du public, il est misogyne, raciste, homophobe et transphobe » pour que ça devienne vrai. Et en réalité, une affirmation aussi exceptionnelle suppose des preuves tout aussi exceptionnelles. Et c'est là un peu que le bât blesse, parce que la preuve, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est d'affirmer quelque chose qui correspond au dogme. Et donc tout ça m'amène à une question. Pourquoi ce sujet crispe à ce point les gens pour qu'ils ne puissent plus s'entendre et parler rationnellement? Elle fait le terrain de l'extrême droite. Il pose sa question, il y a au moins 3 personnes qui sont interpellées. S'il y a encore 2 questions... D'accord. Et s'il y a encore 2 questions, monsieur... Mais si t'es d'extrême droite. Allez, arrête. D'après moi, le problème, c'est que le conflit entre les nouveaux progressistes et sa réaction anti-woke relève d'un profond conflit de valeurs. C'est un conflit entre ceux qui veulent déconstruire et ceux qui veulent conserver. Et c'est logique, parce qu'une fois que vous avez accepté que la morale n'est pas universelle, alors l'égalité n'est peut-être pas la valeur morale centrale de la droite. Et bien sûr, c'est le cas. Alors en fait, il y a des droites, donc ça n'a pas beaucoup de sens de dire que toutes les droites ont les mêmes valeurs, c'est pas le cas. Mais il est clair que l'égalité, c'est plutôt une valeur de gauche. À droite, on va privilégier des choses comme la responsabilité, l'autorité, la liberté ou la distinction et l'excellence. Et donc, à droite, être dans une position de dominant, c'est pas du tout un péché à expier, mais l'expression d'une réussite sociale en adéquation avec leurs valeurs morales. Pire, par définition, le concept même de réussite sociale ou de hiérarchie sociale, ça suppose une inégalité. Une inégalité avec ceux qui échouent, ceux qui sont plus bas dans l'échelle sociale. Mais c'est pas ça le propos pour moi. Le propos, c'est de dire que, effectivement, les comportements que l'on peut qualifier de woke peuvent agacer, car ni d'un point de vue légal, ni d'un point de vue moral, il n'y a de délit d'opinion. Ce n'est ni un crime, ni un signe de décadence morale, de ne pas avoir les mêmes opinions du monde que les woke. Et donc, lorsque vous êtes de droite, que vous faites ce diagnostic du monde, il est un peu intolérable que des wokistes viennent vous interdire de penser comme cela. Et tout ça, ça n'enlève pas le fait que, bien sûr, cette conception morale du monde, c'est une forme de sous-produit d'une élite qui veut pas perdre ses privilèges. C'est pas incompatible. Selon moi, la tension, elle se situe là, dans la volonté des uns à imposer une morale égalitaire qui se justifie par ailleurs par des enjeux de justice sociale, et de l'autre, une conception morale inversée où justement des différences peuvent et doivent exister, car elles sont le moteur de l'ambition individuelle et du bonheur personnel. Et durant le débat du MR, il y a eu un parfait exemple de cette lecture morale du monde entre dominant et dominé. Je vous explique d'abord le contexte. En fait, la conférence, elle a été perturbée à plusieurs reprises par des personnes dans le fond de la salle. Mais rien, absolument rien de ce qui était dit n'avait quelque chose de choquant ou d'irrévérencieux. Pourtant, on entendait des cris du genre « T'es nul, c'est ignoble, fasciste, des sifflets » et tout ce genre de choses. Et en fait, pour moi, c'était déjà assez parlant parce qu'il y avait une forme d'ambiguïté entre on voudrait intervenir pour marquer notre désaccord au contenu exposé, mais en même temps, on cherche à disqualifier la tenue même de la conférence et à ne pas laisser des avis contraires s'exprimer. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'à un moment, on a donné la parole à une des membres du groupe d'opposants. Et moi, je la connaissais pas, mais apparemment, c'était une humoriste et une féministe assez connue. Mais en tout cas, je trouvais son intervention particulièrement éclairante parce qu'elle réagissait à une remarque de Nicolas Vado. Et Nicolas Vado, c'est qui ? C'est un caricaturiste de presse qui dénonce la censure et le puritanisme de gauche aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'elle a pris la parole pour dire qu'elle, en tant qu'humoriste, elle considérait qu'il fallait s'attaquer aux oppresseurs plutôt qu'aux oppressés.
Et à ce moment-là, dans la salle, il y a un monsieur chauve qui l'a interpellé pour je sais plus trop quelle raison. En tout cas, bon, c'est vrai qu'il l'a interrompu. Et elle a répondu du tac au tac, « Toi, le chauve, va t'acheter des cheveux. » Un politique, Georges-Louis Boucher, et avec la catastrophe. Ah, je fais pareil. Oui, c'est ça. Allez, va t'acheter des cheveux, toi, et on en reparle. Ça, c'est discriminatoire. C'est scandaleux. Comment osez-vous, c'est un scandale. Vous êtes ethnocentré sur les gens qui ont des cheveux. C'est scandaleux. La seule chose que je dis, écoutez-moi, juste la seule chose que je dis, c'est que quand vous faites des blagues, putain, sur les gens qui oppriment et pas sur ceux qui sont opprimés. Quand Tex fait une blague en disant on dit rien à une femme avec un beurre noir, on lui a déjà expliqué une fois, d'accord? C'est pas drôle parce que les chiffres de la violence conjugale, calme-toi, mais tu vas te faire un anévrisme. Alors certes, la qualité de l'échange, elle est un peu déplorable. Mais je trouve que cette scène, elle est véritablement symptomatique de la pensée woke et de l'usage de la culpabilisation morale pour différentes raisons. Rapidement tout d'abord, parce que c'est pas le nœud du problème, mais la joute verbale entre le chauve et l'humoriste, elle peut être interprétée comme un signal faible du wokisme. Car en fait, ça ressemble furieusement à un non-événement. Mais imaginez une seule seconde un homme blanc dire la même chose à une féministe qui porterait volontairement les cheveux courts. Ou même, pire, à une femme noire qui porterait une perruque ou des extensions capillaires. Il est évident que cela passerait beaucoup moins bien et que cet homme serait qualifié de gros réac. Et là, il ne faut pas me faire dire ce que je dis pas. On entend clairement que le public ne réagit pas bien à cette blague. Mais le public, il est pas woke. Il est d'ailleurs acquis à la cause anti-woke. Donc ce n'est pas ça qu'il faut évaluer. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre dans la peau d'une personne woke, telle qu'elle a été définie, et il faut alors admettre que la réaction serait tout à fait différente. Et pourquoi ? Simplement parce qu'il est immoral de s'attaquer à un supposé opprimé, alors que cela est valorisant de le faire à un supposé dominant. Parce que réaliser ce type de microagression envers une oppressée, évidemment, c'est reproduire la domination. Mais aussi et surtout, humilier une dominée, c'est inacceptable parce qu'alors, on continue à enfoncer celle qui est déjà tout en bas. Alors qu'à l'inverse, humilier un dominant qui s'assume, c'est le rabaisser, au sens propre du terme, c'est-à-dire le faire redescendre de son piédestal. En ce sens, il s'agit presque d'un acte d'égalisation, donc d'un acte pas si illégitime, ou du moins acceptable. Pour le dire encore différemment, les dominés, ils ont droit à une déférence particulière parce qu'ils ont souffert. Et à l'inverse, on peut être irrévérencieux par rapport aux dominants. Mais il faut bien comprendre que ça, c'est-à-dire le fait de désigner de nouveaux martyrs, auxquels on accorde de la déférence, ce n'est qu'un point de vue moral. Par exemple, on peut penser que la déférence ne va pas à la souffrance, mais à la force, au succès ou au génie. La souffrance n'est qu'un critère possible, pas une vérité partagée. Pourtant, ce critère est central dans les mécanismes de culpabilisation morale woke, puisqu'il s'agit de dire « Comment osez-vous vous moquer des femmes battues, des migrants qui traversent les océans ou des pauvres qui ne savent pas se chauffer l'hiver ? Comment osez-vous alors que vous êtes la source même de cette souffrance ? Vous qui refusez de déconstruire les structures racistes, patriarcales et capitalistes. » Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors d'une part, peut-être que certains d'entre vous ont reconnu ici la thèse de Nietzsche sur la souffrance et la culpabilisation. Et d'autre part, comme je l'ai dit, on est sur un signal faible tout au plus, et je prétends pas là que ça vaut démonstration de l'existence du wokisme. Mais je pense que ça complète très bien la suite du propos de cette humoriste, lorsqu'elle dit que l'humour doit s'attaquer aux oppresseurs plutôt qu'aux opprimés. La seule chose que je dis, c'est que quand vous faites des blagues, putain, sur les gens qui oppriment et pas sur ceux qui sont opprimés. Quand Tex fait une blague en disant... Car là, c'est absolument clair. C'est une injonction normative qui s'inscrit bien dans la définition du wokisme que j'ai proposée. Mais plus encore, j'aimerais terminer mon intervention en disant que cette injonction normative à faire un certain type d'humour plutôt qu'un autre peut être mis en parallèle avec la question du wokisme à l'université. Parce que, vous savez, tous ces enjeux moraux, sur ce qui est permis de dire ou de ne pas dire, ce n'est pas nouveau. En réalité, ils sont au cœur de la sociologie compréhensive,
c'est-à-dire la sociologie qui s'intéresse aux questions de sens, de valeur et de morale. Et le père de ce paradigme sociologique est l'ultra célèbre Max Weber. Or, Weber explique que la méthode sociologique suppose le principe de neutralité axiologique. Alors si ce terme peut sembler un peu complexe, l'axiologie, c'est simplement la discipline qui s'intéresse à l'agencement des valeurs, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à la construction de la morale. La neutralité axiologique, c'est donc l'idée selon laquelle, pour faire des sciences humaines, il est nécessaire de mettre de côté ses propres jugements moraux sur les valeurs. Parce que sinon vous risquez de ne plus produire une connaissance qui correspond au réel, mais un discours au service de votre propre conception du bien et du mal. En fait, pour simplifier, on peut même dire que la neutralité axiologique, ça consiste à placer la connaissance comme valeur suprême de sa propre morale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce principe a longtemps fait autorité en épistémologie des sciences humaines, mais aujourd'hui, il est largement remis en question à l'université. Et l'argument, il n'est pas bête ni fallacieux. Il consiste à dire que la neutralité axiologique est un leurre, un mythe impossible à atteindre. Il faudrait, au contraire, assumer que les chercheurs portent en eux des biais moraux. En clair, tout est politique, et donc également les choix posés par les chercheurs. Décider d'explorer tel ou tel sujet, de telle ou telle manière, est déjà biaisé par leurs opinions sur l'égalité, l'excellence, la liberté, la responsabilité ou la solidarité. Dès lors, les choix qui sont faits dans la manière de produire de la connaissance, ils seront plutôt mis au service des opprimés ou des oppresseurs, des dominés ou des dominants. Et donc, si on y réfléchit juste une seconde, on se rend compte qu'en fait, cette critique posée sur la neutralité axiologique, sur le fait que tout est politique et que donc la science est mise au service des dominés ou des dominants, c'est exactement mot pour mot ce que dit cet humoriste par rapport à l'humour. La seule chose que je dis, c'est que quand vous faites des blagues, putain, sur les gens qui oppriment et pas sur ceux qui sont opprimés. Quand Tex fait une blague... Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui à l'université, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui évaluent votre travail, vos hypothèses, votre manière de mener des recherches en fonction de ce puritanisme moral. Et ensuite, c'est comme avec l'humour. On évalue votre travail à partir du dogme, et si ça ne correspond pas, on essaye de vous faire culpabiliser. Et pourtant, je vais sans doute vous surprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec ce constat posé sur la neutralité axiologique. En effet, il me semble absolument évident que la manière de construire un objet de recherche va forcément conditionner moralement et politiquement ses résultats. Le problème, c'est que la neutralité axiologique n'a jamais été pleinement comprise, car elle n'est pas une prétendue posture de neutralité surplombant l'objet de recherche. La neutralité axiologique, c'est d'abord une exigence posée sur soi-même, l'exigence de s'empêcher de faire des choses. Tout d'abord, il s'agit bien sûr de ne pas s'interdire d'explorer des domaines ou des auteurs sous prétexte qu'ils pourraient démontrer des choses qui ne correspondent pas à notre propre vision du monde. Toutefois, je trouve que cette exigence est à la fois la plus difficile à respecter et surtout la moins importante au vu du contexte. A l'inverse, une dimension plus importante de la neutralité axiologique consiste à ne pas interdire ou même reprocher aux autres d'explorer des hypothèses ou des auteurs qui ne correspondent pas à notre propre évaluation morale. Et ça, c'est à la fois beaucoup plus facile à respecter et beaucoup plus important, car il s'agit seulement de laisser à chacun sa liberté de recherche. Et par exemple, un cas d'école de ce type de problème, c'est l'annulation d'un séminaire à Sciences Po qui mobilisait le darwinisme pour interroger les questions de genre. Bien sûr, cela peut déplaire à certains, mais la science ne relève pas du respect de la sensibilité morale. La question qui se pose par rapport à l'usage du darwinisme pour critiquer la question du genre est de savoir si, oui ou non, cela permet de produire une connaissance qui correspond au réel. Enfin, dans la continuité de ceci, la neutralité axiologique suppose de s'interdire de disqualifier un facteur explicatif du simple fait qu'il ne correspond pas à notre camp axiologique. Par exemple,
Il n'est pas possible de rejeter un argument sur le seul fait qu'il ferait le jeu du néolibéralisme, du conservatisme ou pire, de l'extrême droite. Cela n'est pas un contre-argument valide en science, car quelque chose n'est pas faux ou indicible simplement parce qu'il contribuerait à alimenter un discours de dominant ou d'oppresseur. Si vous voulez faire de la science, vous faites de la méthode. Et dans une méthode scientifique, vous rejetez un facteur parce que vous avez contrôlé qu'il ne correspond pas au réel. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la neutralité axiologique, ce n'est pas une posture ridicule d'un chercheur qui se croirait au-dessus de la mêlée. Au contraire, c'est le principe qui sous-tend l'existence même d'une mêlée, donc de la controverse scientifique. Et donc, contrairement à ce que l'on pense, la neutralité axiologique n'empêche absolument pas aux chercheurs de mener des études engagées ou militantes. Elle ne l'empêche pas tout simplement parce qu'elle ne nie pas qu'il y a des positions politiques et morales derrière les choix de recherche. Non, la neutralité axiologique est un principe qui garantit à chacun la possibilité de faire des sciences humaines, en ceux y compris ceux qui ne font pas de la compassion pour les pauvres, les femmes et les immigrés, l'alpha et l'oméga de toute recherche. Et là, ma formulation, elle est volontairement provocatrice. D'une part, parce que je veux tester votre degré de wokisme, et donc si ça vous choque ou vous énerve plus ou moins fortement, vous êtes plus ou moins concerné. Mais aussi parce que sans ce principe épistémologique, il devient impossible de produire une connaissance qui serait irrévérencieuse vis-à-vis de ces catégories. Alors même que le mur du réel, il peut tout à fait être irrévérencieux. Vous l'avez compris, la neutralité axiologique, ce n'est pas la négation de ses propres jugements de valeur, c'est leur désacralisation au nom de la science. Et peut-être que les plus avertis d'entre vous l'auront compris, mais en fait, la neutralité axiologique, c'est d'une certaine manière le principe de laïcité appliqué aux sciences humaines. Et donc, ce n'est pas une posture de sachant orgueilleux, mais l'humilité de savoir qu'il ne faut jamais imposer aux autres ses propres biais de valeur. Et pour ma part, je rejoins Nicolas Vado. Méfiez-vous des personnes qui viennent vous dire de quoi vous pouvez rire ou non, car ce sont les mêmes qui sont tentés de dire quelles thèses peuvent ou non être défendues. Et ça, moi, ça ne me fait vraiment pas rire. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et en attendant, faites toujours bien attention à ce que vous mettez dans votre tête.